Merci d'être encore là. Je voulais vous dire que tout au long de la journée, vous avez vu, nous avons parlé de gémologie et en même temps, en commençant la gémologie, on est allé dans des domaines très particuliers, très divers et variés. Mais il y a un domaine que l'on n'a pas fait, c'est celui de la création. C'est le côté de la gémologie artistique. Et là, avec Hervé, nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage d'avoir un maître d'art. Savez-vous ce que c'est qu'un maître d'art? C'est un professionnel qui, grâce au ministère de la Culture, va pouvoir transmettre son excellence, son savoir-faire à un élève, ou deux même, pendant plusieurs années. Moi, je trouve extraordinaire cette appellation de maître d'art, mais ce qui me plaît encore plus, c'est que certaines fois, au Japon, on appelle ça aussi des trésors nationaux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de marqueterie de pierre dure, nous allons parler de l'art de la glyptique. C'est un grand art en présence d'Hervé. Bien, je vais vous rappeler en quelques mots ce qu'est la glyptique. La glyptique est le travail de la pierre dure, de la pierre d'ornementation, sous des formes différentes, c'est-à-dire que ça peut être, les plus connus pour vous certainement, c'est le camée et l'intaille, mais ça peut être aussi du bas-relief, de la sculpture et de la marqueterie. Ce qui fait que parler d'éthique et je vais vous parler d'objets plus que de minéraux, ou les deux, mais l'éthique, je trouve compliqué car les objets en pierre dure ont une première vie et d'autres vies. C'est-à-dire que les Romains ont commencé, on a coupé en rondelles les colonnes romaines pour en faire des vases, pour en faire, sous Louis XIV, et chaque objet, alors j'en ai restauré un certain nombre, mais chaque objet que j'ai pu voir dans ma vie ou que j'ai côtoyé ont cette histoire-là. Donc c'est vrai qu'il est, je trouve difficile à partir de ce moment-là de parler d'éthique. Pourquoi a-t-on saucissonné une colonne romaine? Pourquoi détruit-on un vase pour lui mettre un vase en porphyre, pour lui mettre des anses au 19e, des anses en bronze, parce que c'est plus joli. Donc chaque époque a généré une éthique différente. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et c'est vrai que va-t-on faire de nos objets ou de nos bijoux? Il s'est passé exactement la même chose dans l'aventure des bijoux. Il y a énormément d'objets, de parures qui ont été démontés, remontés et transformés. De là, je vais vous présenter mon atelier, tout simplement, qui est un vague capharnaüm. Car, si vous voulez, ça fait 40 ans que j'hésite entre faire travailler des pierres pour la haute joaillerie, restaurer des objets pour les grands marchands, travailler pour les décorateurs ou créer des objets. Et le temps passe et je n'ai pas encore choisi. Et je pense que c'est le bon choix de ne pas choisir parce que, je dirais, l'intérêt de cette aventure-là, c'est que, je dirais, chaque partenaire minéral, je dirais, de l'architecte au joaillier est différent. La perception de la matière est différente, le choix des couleurs et la façon de l'aborder. Donc c'est ce qui me passionne, et donc l'humain me passionne presque plus que la pierre, ou autant, je ne sais pas. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas choisi, c'est pour ça que on arrive à traiter dans cet atelier des pavements, mais aussi des objets comme des cadrans de montre ou des tas de choses comme ça. Donc mon outillage reste, je dirais, relativement traditionnel. Je travaille avec des tourets, des meules. Ce qui est étonnant, même avec le temps, et même avec l'outillage hyper contemporain, redresser une agate se fait souvent à la frotte avec du carborundum, tout simplement. Parce qu'en fin de compte, la qualité de travail est supérieure à l'abrasion du diamant. Donc le diamant, on n'arrive pas à avoir sur des objets anciens des polis aussi beaux que fait à la main avec de l'oxyde d'étain ou de l'oxyde de chrome, avec un certain nombre d'outils adaptés.
Donc là, par exemple, je vous montrerai un objet de musée qui est une aiguière Renaissance qui vient du Louvre. Donc ça, c'est un nettoyage. Alors aussi, je dirais, l'éthique par rapport à la conservation muséale, je dirais il y a 35-40 ans, la conservation, je dirais conserver entre guillemets, c'est-à-dire collecter un certain nombre d'informations sur les objets, mais on nettoyait un peu, on réparait. L'évolution fait qu'à l'heure actuelle, et là on est vraiment dans une vraie éthique de conservation, c'est-à-dire que je dirais le maître mot est d'arriver à conserver et aussi arriver à, j'ai perdu le mot, je vais le retrouver, à avoir un retour sur l'intervention, c'est-à-dire de pouvoir démonter ce qui a été fait. Et ça, c'est, je dirais, à l'heure actuelle, essentiel. C'est-à-dire que toutes les restaurations qui sont faites à l'heure actuelle, à l'école du patrimoine où j'interviens de temps en temps, c'est le maître mot. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir conserver des notes sur ce qui est fait et pouvoir, bien évidemment, revenir en arrière si dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans, on se dit mais c'est pas comme ça qu'il faut restaurer. Donc on n'abîme pas la pièce et on peut réintervenir. Réversible. Merci beaucoup. Donc là, je vous montre aussi, alors, je vous parle aussi en quelques instants aussi du marché marchand, c'est-à-dire des gens qui en font commerce. Et c'est vrai que là aussi, il y a eu énormément d'abus au cours des âges et des transformations. Là, on est en présence d'Élisabeth Ier, qui est un camée absolument fabuleux, qu'on m'a confié à la restauration. En fin de compte, il a été décidé avec le collectionneur qu'on ne réinterviendrait pas sur la partie de fraise cassée. Je dirais la lecture de l'objet est évidemment compréhensible. Donc pourquoi, ou alors faire une résine, mais quel est l'intérêt sur une pièce de cette qualité-là? Ça a peu, je dirais, à la limite, ça a peu d'importance. On comprend très très bien la pièce et elle peut encore traverser les temps et vraiment être une indication sur le coup d'outil, sur donc je dirais les grands marchands de plus en plus ont un regard que je trouve très intéressant et très éthique par rapport aux interventions sur des pièces, bien sûr, de très grande qualité. On documente, si on n'a pas de documents, on n'intervient pas. Et je dirais, en plus, si on n'a pas la matière, par exemple, là, vous avez si on n'a pas la matière, donc je vais vous parler de cette matière. Ça, c'est un tableautin, et je vais vous montrer une table aussi qui est plus française. C'est un tableautin qui a été fait à Prague au XVIIe siècle par la famille Castrucci. Alors, une brève idée de la marqueterie. Le XVIIe siècle, c'est Florence, c'est la marqueterie, c'est la naissance de la marqueterie. Toutes les cours européennes, je dirais, avaient la langue pendante devant ça, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Prague a dit on veut des artisans pour s'investir dans ce domaine. Paris l'a fait de la même façon avec Richelieu qui a dit on va se lancer aussi là-dedans. Donc par exemple ce tableautin-là qui vient de Prague, voilà, quand je me retrouve en présence d'un tableautin comme ça, mon souci c'est d'avoir la matière. Si on n'a pas la matière, on ne restaure pas. Ou alors, bon, à ce moment-là, on utilise des résines, mais c'est pas intéressant. Enfin, je trouve que si c'est documenté et si c'est bien marqué qu'il y a eu intervention, il est raisonnable de pouvoir remettre la matière. Donc, par exemple, cette matière verte-là, qui est un verre d'eau, est typiquement un jaspe de Bohême, qui ne se trouve que vers Prague. Enfin, on a énormément de mal à en trouver. Et ce qui permet, de dater les premières fabrications de ce type de travail. Là aussi, c'est un Castrucci, et là, on le voit un peu mieux, cette couleur vert d'eau qui est vraiment identifiable vers Prague. L'utilisation aussi de bois fossilisés.
et on peut retrouver sur place ces matières. Et ça, c'est absolument génial. Alors après, bon, la difficulté pour une personne comme moi, c'est de retrouver la matière, c'est-à-dire tant mieux vivement Internet, parce que ça, on arrive à trouver des gens qui gratouillent dans les coins et qui trouvent des petits bouts de cailloux. Donc ça, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer un certain nombre de tesselles ou de débris qui m'ont permis d'intervenir sur des objets comme ça. Donc ça, c'est Saint-Jérôme, et ce panneau-là se trouve au château de la Motte-Tilly. Là, je vous parle, là, on est revenu, on est chez Louis XIV, au Gobelin, et c'est une des dernières tables qui a été faite au Gobelin. Ce qui est intéressant, et là, je peux vous en parler parce que là, on arrive à un autre souci, c'est Mathieu pourrait nous en parler là-bas, ou c'est peut-être un chantier pour Mathieu, c'est-à-dire que les carrières n'existent plus, ou où il n'y a plus de production. Donc là, on arrive, cette matière-là, verte, s'appelle de la smaraldite, et c'est le verre corse. Bonjour la Corse. Et malheureusement, alors la carrière n'est pas épuisée, la carrière existe. Je ne suis pas un grand professionnel, mais j'ai été voir sur Internet ce qui se passait un peu, et le projet de réouverture de cette carrière, qui était assez, enfin le discours, et j'ai lu un certain nombre de choses qui sont assez étonnantes, et qui sont, par rapport à l'exposé de Mathieu ce matin, totalement foireuses, je trouve. Mais alors je dirais, ils vont produire, déboiser, détruire enfin bon, tout le monde est en train d'arrêter le projet parce que c'est totalement surréaliste, et la production ne reviendrait même pas aux Corses. Les blocs seraient transportés en Italie pour être débités. Enfin, donc c'est un truc complètement aberrant, mais c'est vrai que moi, je me retrouve avec une table Louis XIV à restaurer. Il me manque des bouts. Donc, je suis arrivé au fur et à mesure à trouver quelques bouts à droite à gauche chez les copains de bouts de smaraldite. Mais c'est vrai que là, ça reste un réel problème pour la conservation, pour les musées nationaux, pour les grands marchands. De la même façon, donc là, vous voyez, là, je suis en cours de restauration sur un des panneaux. Donc, ce qui est intéressant, je dirais historiquement, c'est que c'est vraiment un réassemblage. Les Gobelins ont duré une trentaine d'années. Il y a eu beaucoup de pièces, tout a été démonté. Là aussi, un problème d'éthique. On a dit à Buffon, vous voulez les cailloux, démontez les cabinets, récupérez les cabouillers. Donc, on retrouve les cailloux au musée d'histoire naturelle, ou certains, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui ont disparu, malheureusement. Et donc, ce genre de table était fait de plaques successives, vous voyez. Alors celles dans les 4 angles sont j'en ai démonté certaines parties, et sont de très très faible épaisseur. Ce qui tente à dire que ces 4 panneaux-là sont de facture bien supérieure au reste, et étaient prévus pour monter dans les cabinets de pierre dure de Gucci, qui était un ébéniste décorateur de l'époque, qui a fait des choses absolument somptueuses. Donc, il existe encore 2 cabinets qui sont en Angleterre. Et le reste a été monté par des artisans français sous je dirais, égide italienne, parce que les ateliers étaient montés aussi avec des Italiens. Et l'ensemble de ce panotage a été monté au fur et à mesure avec des parties marbrières et la smaraldite, le verre corse, qui fonctionnait aux 4 angles. Donc, c'est une table qui est... alors, normalement, il existait 2 tables. L'autre est disparu. Il existe encore les cartons. Les cartons étaient très certainement de Lebrun. Ça, il n'y a pas d'affirmation, mais il y a des chances que les dessins de départ étaient de Lebrun. Et ce qui fait que ça fait, je dirais, esthétiquement quelque chose d'assez disparate, parce qu'on a des qualités très, très différentes de matière et de technique sur l'ensemble de la table. Mais historiquement, c'est un objet absolument fantastique. On m'a demandé de travailler sur place. Donc là, j'ai trimballé l'atelier parce que la table est hyper fragile, et puis c'est 700 ou 800 kilos, quoi. Donc là, alors par contre, celle-ci qui est aussi au château de Compiègne, la table précédente aussi était au château de Compiègne. Celle-ci est beaucoup plus récente. Elle date de 1860, quelque chose comme ça, et est faite aussi en smaraldite.
Mais par contre, elle a été faite à l'opificio de la pierre dure. Et ça, alors là aussi le problème, vous voyez, vous avez l'angle là, il manquait la pierre. Donc là, pour le coup, ça ne s'invente pas, on ne met pas de résine, faut trouver les cailloux. Donc là, ça a duré quelques mois avant que j'arrive à trouver la matière pour arriver, vous voyez, à raccorder et à être dans le même esprit qu'à l'autre extrémité. Non. Vous voyez, il y a des joints. Alors j'ai vu des choses de très grande dimension et c'est vrai qu'il y a des blocs vous voyez, il y a des joints, donc c'est fait par quart. Oui, c'est en 4 plaques. Mais alors il est vrai que ayant récupéré à ce moment-là pas mal de blocs de smaraldite, j'ai trouvé ça très curieux et je m'interroge parce qu'il doit y avoir des veines et des qualités de smaraldite très différentes. Il y en a qui sont très marbrières, je dirais, au niveau façonnage, et d'autres qui sont réellement du jaspe. Et là, on est vraiment dans des matières dures. Donc là, on était vraiment dans des matières dures. Mais là, on arrive à, je dirais, à la fin du 18e, début du 19e, avec une technicité absolument époustouflante. Rien que les petits rinceaux et les fleurettes, tout joint à la perfection. C'est assez... ça rend humble. Voilà, là, je vous emmène c'est une tabatière, je vous emmène au 19e siècle, fin du 19e. C'est un glypticien qui s'appelle Truman. Et ce qui était intéressant, c'était la mise en relief d'un certain nombre de ces fleurettes. Là, la dimension, c'est 4 par 6, c'est d'ailleurs très très petit. Donc, si vous voulez, pour travailler ce genre de pièces, vous les montez sur des tiges qui ne sont pas plus grosses que des allumettes pour pouvoir les façonner. Vous ne pouvez pas les tenir à la main. Ce qui est intéressant dans cette boîte, et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'en fin de compte, le lapidaire, toute époque confondue, et moi aussi, je dirais, quand on n'a pas d'argent et quand on commence, on regarde ce qu'on a sous nos pieds. Donc, alors là, je ne sais pas si c'était le cas, mais en général, les lapidaires ou glypticiens regardaient ce qu'ils avaient autour de chez eux. Et là, c'est du silex. Le fond noir est noté dans certains documents comme du marbre noir, mais en fin de compte, non, je l'ai eu à l'atelier, c'est vraiment un silex. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'en fin de compte, on amène à une idée de préciosité une matière qui ne l'est pas. Et ça, je trouve ça super intéressant, intellectuellement parlant. C'est largement aussi beau qu'un diamant. Voilà, je fais un peu de parti pris, mais pas loin. Donc là, de la même façon, c'est toujours la même histoire. Si vous n'avez pas la matière, vous ne resterez pas. Là, c'est un petit vase Fabergé en cristal de roche. Un petit vase Fabergé comme ça, enfin la partie cristalline, c'est 8 à 10 jours de travail. Le cristal est pur et en général, il ne faut pas casser. Quand on refait un petit vase comme ça, et c'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer parce que vous avez une matière pure et c'est compliqué. Donc et ce qui est vraiment très très intéressant, c'est là on arrive à une idée de la maîtrise parfaite de la pierre. Ce qui me gêne presque au niveau esthétique, un morceau de verre ferait l'affaire. C'est-à-dire que oui. Un verre pur et un bout de cristal pur. Ah oui, vous hochez la tête, mais c'est quand même gênant. Si vous voulez, Cartier avec les pendules invisibles, il y a un moment où on se dit... alors, moi, ce qui me gêne sur le fond, c'est l'utilisation de ces matières pures d'une façon pour aller à la perfection. Pourquoi pas? Donc ça, c'est l'idée de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Par contre, la destruction de la matière, j'ose même pas vous en parler pour arriver à ça. Bon. Ce que je trouve intéressant, c'est que, alors pas même époque, mais un peu avant, mais peut-être courant 19e, ce qui était intéressant en Asie, c'est que, alors ça devient peut-être un poil plus intellectuel, mais ça j'y crois et j'ai vu des objets, c'est-à-dire que la pierre a sa destination en Asie à cette époque-là. C'est-à-dire que vous trouvez un bout de jaspe ou un bout d'agate,
et l'artisan ou le créatif dit ça va être destiné à une tabatière, parce que la veine, je vais en faire un tigre ou un dragon. En Europe, même époque, on trouve un caillou, on va dire ça on fait un. Il n'y a pas de. On passe tout de suite à une réalisation dans la matière, tandis que je pense qu'en Asie, début 16e jusqu'au 19e, il y a une réelle réflexion sur la matière elle-même. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc c'est vrai que c'est une autre façon de penser, une autre façon d'imaginer la matière, mais je trouve ça intéressant parce que, ce que me disait mon maître d'apprentissage, n'en coupe pas plus, parce que la pierre tu la retrouveras pas. Et il y avait quelque chose de Claude Durand avait quelque chose de comme ça, et c'est vrai que je le trouvais très souvent frustrant, parce qu'on coupait un petit bout et c'était le petit bout qu'il fallait utiliser. On avait étudié, on l'avait fait tremper dans une bassine, on avait regardé les veines, mais on ne dilapidait pas, on coupait pas dans tous les sens. Donc maintenant, on a tendance à couper un peu dans tous les sens. C'est ce que je reprocherais presque, enfin bon, je ne vais pas jeter la pierre aux maisons de luxe, mais par rapport à certains objets, on joue dans le quantitatif. Enfin, on m'a amené, je vais vous dire, 150 kilos je vous dirai pas pour qui c'est, de jaspe avec des pyrites. Pierre qu'on trouve, qu'un gars va chercher sac à dos dans les Alpes. Il redescend ça, le gars en a descendu 100 kilos, et on m'a demandé de faire des perles. Les perles étaient pyritées. Et la personne en face de moi m'a dit, mais les pyrites, il faut qu'elles aient la même dimension. Voilà, je vous en dis pas plus. Alors ça, je suis un peu en... je boue quand j'entends des choses comme ça, mais bon, c'est un propos, c'est une façon d'exister par rapport aux maisons de luxe, mais je trouve ça tout à fait dommage d'avoir ce type de proposition. Une autre proposition dans un autre genre, on m'a demandé de faire une brosse à dents en cristal de roche. Vous refusez. C'est complètement aberrant. Bon. Ben non, on arrive, ben non, ben bon, avec des sertis de diamants, enfin, avec tout ce qu'il y a allé autour, mais on arrive dans dans du déraisonnable, alors que vous reprenez ces mêmes maisons dans les années 30, ils faisaient des choses somptueuses. Enfin, donc, je me dis qu'il y a un décalage par rapport à ce qui a pu être fait et qui a été fait, je dirais, manuellement, avec beaucoup de sens humain. À l'heure actuelle, on arrive plutôt à faire fonctionner la 5 axes. Donc, on arrive comme dans la joaillerie, à une perfection sans émotion. Donc ça me gêne, mais bon, moi je commence à faire partie des vieilles générations, mais c'est vrai que c'est pour ça que je travaille à la main et que les gens qui viennent travailler à l'atelier, il n'y a pas d'autres machines de toute façon, donc on travaille à la main, mais je trouve ça important d'avoir ce rapport à la matière, à l'objet, au coup d'outil. Et c'est pas parce qu'il y a un coup d'outil que c'est mal fait, loin de là. Donc je pense que c'est intéressant de conserver ces notions de travail manuel. Je ne sais pas si je vais y arriver là. Hop. Ah, c'est bon. Non, c'est bon, merci. Hop là, je vous montre. Là aussi, on peut travailler qu'avavec CITES. C'est une écrevisse japonaise. Ça, c'est un objet absolument intéressant. Il n'y avait pas grand-chose à faire, mais je trouvais ça super intéressant. C'est un objet complètement articulé, avec une légère coloration, légère couleur. Donc, il fallait remonter quelques pattes. C'était pas grand-chose. Et je trouve qu'au niveau glyptique, c'est un truc formidable et intéressant. Enfin, y a vraiment une sensibilité, bon, toute japonaise, bien évidemment, mais super intéressante et très agréable. C'est de l'ivoire, pardon. C'est de l'ivoire. Alors c'est vrai que là, un autre problème arrive. Bon là, j'ai pas dit que je restaurais ça, mais normalement pour restaurer un objet comme ça, il faut avoir la matière que j'utilise doit être sous CITES. Voilà. Donc ça entraîne tout de suite des
des lourdeurs. Là, en ce moment, on m'a confié des fumes-cigarettes en boue, en écaille, avec des fourneaux en lapis-lazuli et en effrite, mais c'est de l'écaille. Donc là, bon, donc j'ai des petits bouts d'écaille, je restaure, mais on est toujours à la limite, là. Enfin bon, je ne devrais même pas vous en parler, vous voyez. Ben voilà. Ben, j'ai pas le droit de travailler de ces matières-là. Alors les gens, d'ailleurs, qui travaillent l'écaille ou l'ivoire sont des gens répertoriés, enfin, et qui ont le droit d'utiliser. Alors l'écaille, c'est avant, enfin, je connais pas exactement la législation pour l'écaille, mais c'est très très légiféré. Et là, il y a un écailliste qui s'appelle Christian Bonnet qui fait des lunettes en écaille. Qui est très pointu sur cette aventure-là, et c'est hyper rigoureux. On peut pas, en tant que restaurateur, non, mais quand c'est vraiment des confettis, vous voyez, je m'autorise, parce qu'aller faire une demande de CITES, j'ai mieux pas restaurer l'objet. Vous voyez, je vais traîner de bureau en bureau pendant des semaines, ça m'intéresse pas. Enfin, vous voyez. Là aussi, c'est un objet Louis Cartier des 1928. Et là, le lévrier, tout en haut, avait perdu son museau. Donc là, grâce à mon corailleur préféré, j'ai pu rajouter un bout de nez à ce charmant lévrier. Voilà, alors là, je passe, je dirais, j'arrête la restauration pour vous parler des commandes. Là, par exemple, Piaget, ce qui était fort intéressant, là, il y a quelques années, quand ils sont venus me voir, j'avais fait des choses fines et petites, mais jamais de la marqueterie sur cadran de montre. Donc ça fait 4 dixièmes d'épaisseur, 4 dixièmes de millimètre. Et ça, j'ai vraiment pas vu l'avion venir. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez faire une rose? J'ai dit, bah oui, avec plaisir. Et je leur ai montré des pierres, donc des blocs qui étaient gros comme la main. Et je leur ai proposé plusieurs pierres. Et puis, je me suis retrouvé dans mon atelier tout seul. Et en fin de compte, la complexité de ce genre de travail, c'est d'arriver là, on a entre 3 et 4 mm, arriver à trouver des matières, c'est du jaspe impérial du Mexique, arriver à trouver des matières qui ont un dégradé de couleur sur une si petite dimension. C'est quasiment, j'ai remué tout mon atelier, c'est-à-dire plusieurs tonnes de cailloux, pour arriver à trouver une matière rose avec un dégradé pour arriver à faire ce travail-là. Là aussi, ça c'est de la malachite, donc là aussi très 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 intéressant. Alors, ce qui est intéressant quand on travaille ce type d'objet, c'est qu'au bout de quelques mois, on arrive à rentrer, c'est-à-dire qu'on travaille à la binoculaire, et on arrive à rentrer dans l'échelle de l'objet. C'est-à-dire que on vous donne une rondelle comme ça qui fait, celle-là devait faire 42 mm de diamètre. Enfin bon, c'est rien. Et vous vous dites, mais j'y arriverai jamais à travailler ou à faire fonctionner des cailloux dans cette dimension-là. Et au bout de quelques semaines, en travaillant la binoculaire, on arrive à rentrer dans l'échelle de la matière et c'est plus un problème. C'est-à-dire que vous arrivez à manipuler des confettis sans être gêné. Et ça, je m'y attendais pas. Je trouvais que ça allait être très difficile. Et en fin de compte, c'est difficile, mais on arrive à rentrer dans l'échelle. Voilà, là c'est une série de commandes. Là je peux en parler, je peux même donner le nom. C'est pour la maison Cartier. Cartier a une politique de restauration et de remise à jour de ses boutiques. Donc il y a 280 boutiques. Donc je ne vous dis pas que je vais avoir 280 panneaux à faire, mais on m'a proposé de réaliser à partir de dessins de la maison Cartier. Donc là, on voit un perroquet, une broche de perroquet qui n'a jamais été fabriquée chez Cartier. Et on m'a dit de partir de ce dessin-là pour arriver à réaliser un panneau. Donc ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que on se retrouve dans un façonnage hyper intéressant, mais compliqué. Qu'avec des matières dures, là il n'y a absolument pas de marbre, c'est que c'est du cristal de roche, des jaspes, des agates et un timing assez serré.
Donc voilà, ce panneau-là est destiné normalement à Cartier, en haut des Champs-Élysées. Et c'est vrai que ça, c'est très très intéressant, mais alors mon problème revient, c'est-à-dire trouver la matière en quantité, dans les mêmes qualités. Donc ça reste un vrai problème. Donc pour un perroquet qui est, je dirais, multicolore, c'est compliqué. Bon, après, on a des soucis, je dirais, intéressants de collage, mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, le cristal de roche là, j'ai collé des feuilles d'or dessous. Ce qui fait que ça n'aurait, je dirais, il y a 30 ou 35, 40 ans, ça n'aurait pas été possible parce qu'on avait que le baume du Canada pour... bon, et c'était inconcevable. Maintenant, on a des cols optiques qui fonctionnent très très bien et ce qui permet, primo, de faire avancer la marqueterie et de faire des propositions nouvelles. Ce qui fait que c'est super intéressant de pouvoir s'exercer dans des grandes dimensions comme ça et d'arriver à trouver des matières pour un rendu assez agréable. La matière rouge, c'est des variétés de jaspe. Alors il y en a un peu de tous les pays, beaucoup Afrique du Sud, il y en a du Brésil. Le jaune, c'est une matière qui est malheureusement pas forcément très agréable à travailler. Et là, on a mis masque, gants et compagnie. C'est du bubble bee et c'est une cochonnerie, c'est du cyanure. Enfin bon, oui. Alors le problème souvent de la marqueterie, c'est l'utilisation de pierres qui sont limite plus ou moins toxiques. Là, oui. Donc là, il est vrai qu'il a fallu vraiment qu'on se protège. Bon, alors après, une fois fini poli, il y a, je dirais, aucun risque. Mais le travail, l'abrasion, faut faire attention à l'inhalation, il faut faire attention à un certain nombre de choses, bon, qui sont liées à ces matériaux-là. Là, vous avez dans la même famille Cartier une panthère. Donc là, le fond est en cristal de roche. Alors, le fond est assemblé, c'est des petits morceaux, c'est des plaques qui sont grosses comme ma main et qui sont assemblées les unes aux autres. Il y a du palladium derrière pour avoir un reflet et un retour de lumière. Et la panthère est en jaune de Sienne, avec des incrustations de, je perds le nom à chaque fois, de... Merci à participer. Donc voilà, c'est de l'andalusite. Donc voilà, alors là on est réellement dans une aventure de marqueterie comme elles ont pu être faites au XVIe et XVIIe siècle, c'est-à-dire que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, j'ai pas trouvé le bloc de jaune de Sienne avec les ombres, c'est-à-dire qu'il a fallu que dans une feuille de jaune de Sienne que je trouve les bouts pour donner ce relief et trouver la perspective de la matière. Alors les matières, alors j'en ai racheté beaucoup, donc vu que ça fait près de 40 ans que je travaille la pierre, j'ai vraiment beaucoup de stock. Et autrement, je suis comme vous tous, je fais les bourses aux minéraux, je vais me promener, voilà, je vais à Idar, enfin c'est un peu tout ça. Et c'est vrai que je suis toujours à l'affût de matière, et c'est toujours vraiment un vrai problème de trouver la matière. Enfin, pour de la fabrication, on y arrive encore. Pour de la restauration, ça reste un vrai problème. Alors, oui, mais alors, bien évidemment, il y a enfin, des fournisseurs, ils commencent à se faire rares en région parisienne. Les gens sont plutôt, les marchands de minéraux sont plutôt collés à des cristaux ou à des confettis. Moi, ce qu'il me faut, c'est des blocs de pierre pour pouvoir avancer. Donc, c'est vrai que ça veut dire tout de suite une certaine quantité. Vous voyez, là, globalement, je pense qu'il y a à peu près 100 kilos de cristal de roche en bloc. Ça paraît, le panneau, il fait 1,60 m par 90, je crois. Et il y a 4 mm de pierre. Et ben voilà. Alors, j'allais y venir. C'est intraçable. Donc, ça reste... je sais d'où ça vient. Là, non, ça vient d'Inde. Donc là, je le commande en Inde. Je sais que ce cristal-là vient d'Inde. Malgache, c'est très difficile d'arriver à trouver 100 kilos de cailloux. C'est compliqué. Ouais. Et c'est plus cher.
voyez, il y a aussi toute l'aventure économique qui est derrière. Bon, je me dépêche. Ben voilà. Alors, ces deux-là, vous les avez quelque part là. Ils sont là. C'est mes deux élèves, enfin, qui sont en passe de devenir des maîtres. Et en fin de compte, là, c'est l'un des derniers panneaux qu'on a pu faire pour la Maison Cartier, qui se trouve rue de la Paix, à l'heure actuelle maintenant, et qui est un assemblage pour la représentation d'un bracelet des années 80 de chez Cartier. Donc là, on a utilisé de l'onyx, du cristal de roche, du silex, et le fond est en cinabre. Voilà, là, je vous montre une table que j'ai réalisée il y a quelques années. Je vais faire plus vite, parce que ça, c'est le dessin. C'est une table, bien évidemment, une table comme celle-là, qui faisait 1,80 m de diamètre. C'était pour un collectionneur américain. Il a dit, je veux que ça se passe comme au 17e. Et je lui ai dit, on va quand même découper les rinceaux au jet d'eau, c'est-à-dire que les rinceaux ont été coupés au jet d'eau, et après, tout le reste a été fait à la main. On y a passé 1 an à 6 personnes. C'était monstrueux. Et alors là, il y a globalement 80 minéraux différents. Tout ce que j'avais qui était travaillable et utilisable sont passés dans cette table. Et c'est vrai que ça a été un projet super intéressant. Au niveau dessin, parce qu'on est parti de dessin 17e, mais seulement de parties de dessin, parce que les tables rondes au 17e n'existaient pas. C'est-à-dire que là, je me suis trahi sur cette histoire-là. Le gars m'a dit, je veux une table ronde. Et je lui ai dit, mais ça n'existait pas. Il m'a dit, je m'en fous. Bon. Donc, au bout d'un moment, quand vous avez un client comme ça, vous lui dites, non, on va faire rond. Donc voilà, mais c'est vrai que l'avantage maintenant, par exemple, du jet d'eau et d'un certain nombre de techniques très contemporaines permettent des avancées beaucoup plus rapides sur des objets comme ça. Tout à l'heure, je vous parlais de mon intérêt pour les extrémités, c'est-à-dire de la montre. Là, un architecte m'a demandé de copier le pavement romain, l'enlèvement d'Europe, là, qui se trouve à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Et donc, ce qui était intéressant, c'est géologiquement, il a fallu que je retrouve tous les matériaux qui étaient autour, c'est-à-dire de la brocatelle d'Espagne, des campans, des choses comme ça. Mais je dirais ce que j'ai réussi à vendre à cet architecte, c'est que je lui ai dit, avec moi, vous aurez un plus. C'est-à-dire que le plus, c'était, par exemple, le foulard, ça deviendrait un jaspe rouge et non pas un marbre terne. Le tambourin, ça deviendrait une calcédoine. Et à ça, sans trahir, je dirais, le propos d'origine, l'intérêt était de pouvoir glisser de la pierre semi-précieuse dans ces travaux-là. Là aussi, c'était pour le même... Enfin, c'est quand même une aventure qui a duré presque 5 ans. À 10 personnes, on n'a pas arrêté. Donc là, c'est une pièce de passage. Ces panneaux-là de marqueterie font globalement 1 mètre de diamètre. Et là, j'ai fait une proposition dans une pièce octogonale. Donc il y a 4 panneaux ronds plus un centre. Donc là, c'est vraiment des très très beaux projets où là, on peut s'exprimer. Bon, les boiseries étaient 18e, donc on ne pouvait pas non plus mettre des Mickey dans les... mais c'était possible quand même d'avancer et de faire de très très belles choses. Et de réfléchir, jet d'eau, ultrasons, enfin de trouver des techniques beaucoup plus rapides pour arriver à avancer. Là, c'est une table, c'est une création perso, c'est une table en cristal de roche avec des paésines. Et les paésines font, je dirais, cercle autour du cristal. Ça m'intéressait de recréer le monde à mon envie. Et l'intérêt et l'envie que j'avais, c'était de conserver le côté cristallographique du quartz. Et ça me plaisait bien dans ce projet-là. Ça a été une vraie galère. Et là aussi, l'intérêt de ce travail-là était de pouvoir utiliser des techniques beaucoup plus contemporaines, en fin de compte. C'est-à-dire que tout ce qui est optique, on aura peu ou pas de jaunissement dans le temps.
Voilà, là, alors une autre de mes petites marottes, c'est les objets d'écriture que j'en fabrique depuis 25 ans, donc je fais que des pièces uniques. Ça, c'est du G avec c'est du G, c'est quasiment introuvable. J'en avais quelques pour faire un sans fel, bon, je trouve ça compliqué à trouver. Et donc là, c'est du corail et de l'opale et des filets d'or. Donc là, c'est une de mes dernières créations. Ça s'appelle Venezia Forever. Et en fin de compte, tout est pierre là. Et en fin de compte, c'est vraiment un souvenir d'enfance. C'est ces stylos, vous savez, qu'on remuait quand on était gamin. Et voilà, donc c'est parti de là. Donc la gondole bouge, bien évidemment. Ah bah oui, tant qu'à faire. Et donc j'ai évidé un cristal de roche avec des givres pour que ça soit complètement vivant. Et là, je vous parlais tout à l'heure des perles que j'ai eu à faire, et c'était ce jaspe-là, pyrité, qui est une matière très très intéressante et très belle. Voilà, alors là, c'est carrément un autre propos, mais je dirais une réflexion sur ce que peut être ou ce que... enfin, c'est pas ce que j'aimerais, c'est-à-dire que proposer autre chose pour pas qu'on vienne vous voir et on vous dise « Ah ben, je voudrais une table 17e siècle ». Enfin, quand on est au 21e, et il faudrait arriver à passer à autre chose et proposer d'autres choses. Donc là, le cas présent a été de proposer un tag. Donc j'ai dessiné des choses et c'est une table basse qui fait à peu près 80 au carré. Là, pour arriver à ce rouge-là, il y a plus de 100 kilos de cailloux. C'est que des confettis, parce que pour arriver à une densité de couleurs uniforme, faut faire des petits bouts, parce que autrement il y a des dégradés qui viennent et on perd la densité de la matière. Et le blanc, c'est un marbre qui s'appelle du Sivek. Et le rouge, c'est du jaspe. C'est du jaspe qui vient d'Afrique du Sud. Ah non, j'utilise pas de matière teintée. Alors là, dans le même propos, c'est-à-dire que à partir du moment où le tag est arrivé, je me suis dit il est peut-être intéressant, et là je reviens au propos de tout à l'heure, c'est-à-dire que le silex vaut largement du diamant, c'était d'avoir un regard sur ce qui se passe dans la rue, c'est-à-dire les taches, les plaques d'égout, ce qui entoure par exemple, ce qui entoure les échafaudages. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Donc, et je me suis dit, je vais faire un stylo plume. Voilà. Qui est du jaspe rouge, le même que celui de la table, et la boîte est en béton. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, il est peut-être intéressant de réimaginer l'opposition du précieux et du courant. Et autour de ça, j'ai un travail de réflexion. Alors là, c'est une table qui est posée sur champ, qui s'appelle Ur, parce que ça fait penser un peu à la Mésopotamie, et qui est un travail sur les décalages de matière, les changements d'épaisseur, les changements de couleur. Donc là, c'est du lapis lazuli afghan, et le fond, c'est une pierre de Buxi. Alors, je vais vous la mettre. Vous voyez, ça donne ça. Et l'intérêt de ce travail-là était avoir aussi une réflexion sur ce que peut être la marqueterie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un joint? Au XVIIe siècle, un joint était des joints larges et il y avait une trace de colle. Au XIXe siècle, hors de question. On a vu des assemblages parfaits et on n'a pas le joint. Et j'ai trouvé intéressant de réfléchir à ce que pouvait être un joint et ce qui crée un esthétique particulier et qui fait des propositions nouvelles par rapport à ce genre d'objet. Est-ce qu'on peut... Hervé, Là aussi, c'est le même principe. Là, alors là, tout le monde me fait « Ah » quand je dis d'où vient le projet, ce sont les plaques d'égout. Voilà. Retravaillées, bien évidemment. Mais ces plaques d'égout quadrillées en carré, ouais. On en voit et on marche dessus et on les oublie dès qu'on les a passées. Et j'ai trouvé intéressant de retravailler avec des incrustations de jaspe rouge et de chrysoprase. Mais ça devient des objets vivables dans des ambiances contemporaines à l'heure actuelle. On peut s'arrêter? C'est bon? Là, j'en ai deux. Ça se termine.
Voilà, et là, c'est une table qui s'appelle Jour de pluie. C'est toujours une plaque d'égout, mais donc c'est le fond c'est du petit granit belge, donc c'est marbrié. Donc l'idée aussi par rapport à ce travail et à cette réflexion sur la marqueterie, c'est pas faire des tables à 60 000 euros, quoi. Le problème, il est là, c'est qu'il faut que ça reste et que ça devienne vendable. Donc là, j'ai travaillé avec une pierre qui vient de Belgique, qui a un noir qui est un peu moins granité que ça. Et les parties blanches, c'est du cristal de roche avec des feuilles de palladium dessous. Donc, quand elle est à l'horizontale, peut-être je l'ai, voilà, là c'est un détail. L'intérêt du jet d'eau, c'est pouvoir travailler dans toutes les dimensions et dans tous les sens. Donc ça, fabriquer un truc comme ça à la main, c'est inconcevable. Donc c'est vrai que le jet d'eau donne une ouverture à cette technique qui est absolument fabuleuse, et j'espère que je vais faire des émules, quoi. Et puis voilà, ma dernière petite photo, je vais vous laisser là-dessus. C'est 3 pierres que j'ai gravées il y a quelques années. Une petite épitaphe un peu d'écrit ancien. En rien, c'est du silex. Le rouge, c'est du cinabre. On passe du solide au liquide quand même, c'est quand même plutôt intéressant. Et le tout, c'est du cristal de roche. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous remercie. Avez-vous des questions? Pour les questions? Alors j'arrive. Ah, pardon, oui, alors. Un jet d'eau, je ne l'utilise pas, malheureusement, je sous-traite. C'est une machine qui, alors, avec une proposition et un dessin informatique que la machine emmagasine, il est à partir de ce moment-là possible d'envoyer de l'eau sous pression avec de la silice, qui est projetée aux environs de 16 bars, et le trait de scie de découpe fait aux environs entre 2,5 et 3 mm. Ce qui permet de passer à travers des matières qui font 2 cm, 3 cm d'épaisseur de part en part. C'est-à-dire de créer un dessin et de le découper. Alors, on n'aura pas forcément la finesse de ce qu'ont fait les anciens, bien évidemment, mais on peut s'y approcher, et en mélangeant les techniques anciennes avec les techniques contemporaines, on peut bien évidemment arriver à faire des propositions super intéressantes. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question parce que dans le petit fascicule du programme de la journée, oui, il est écrit que de plus en plus de roches ornementales font l'effet de protection écologique. Est-ce que vous pouvez juste nous parler un peu de ça, parce que j'ai pas lu... Protection écologique, oui, parce que dans la mesure où... alors, malheureusement, tout simplement parce qu'on ne les trouve plus, où je parlais de la smaraldite, c'est-à-dire du verre corse tout à l'heure, la carrière n'est plus exploitée, et il y a de grandes chances, à moins que ça devienne un éco touristique ou un truc dans ce genre-là, où il ne se passera pas grand-chose. Donc, malheureusement, le fait est que la matière n'existe plus. Donc on trouve des bouts et de la conservation. Pour faire de la conservation, mais pour faire des objets contemporains, c'est hyper difficile. Oui, une question. Vous travaillez pour le Louvre de temps en temps. Oui. Hein? Est-ce qu'ils vous fournissent les matériaux ? Non. Parce que logiquement, c'est les mieux placés pour obtenir. Il y a une loi d'ailleurs qui leur permet de travailler des petites carrières, des trucs comme ça. Oui, exactement. Il me semble. Alors, c'est vrai qu'en marbrerie, oui, ça existe, et c'est vrai qu'ils préemptent, c'est beaucoup dire, mais ils ont accès à ça. Et c'est vrai qu'en pierre dure, on m'a fait, c'était très intéressant, on m'a fait refaire le bas d'un calice 16e en agate. Donc je suis allé traîner à Idar pour trouver des agates qui pouvaient correspondre à peu près. Et ce qui était étonnant, c'est que on m'a fait refaire un truc comme ça, alors qu'on n'avait aucune documentation. Ça, j'étais un peu scotché. Et le conservateur suivant a dit, hors de question, on le remet sur sa béquille et on enlève ce que vous venez faire. C'est pas que c'est mal fait, mais on n'a pas l'antériorité de l'objet. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vraiment de la conservation. Ouais, c'est étonnant. Mais bon, ça c'était un grand plaisir de refaire un bout de coupe, ça c'est bien évidemment. D'autres questions?
Alors peut-être que l'on va s'arrêter avec grand plaisir. Là. Merci infiniment et n'oubliez pas une chose, le savoir ne vaut que s'il est partagé.